Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Salut Clément, salut Pierre, salut Armand, salut Elliot, salut Gilles, salut Sylvain. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dans le chat, je vois que nous avons bonjour Féris, bonjour Serge, Hugo, Esteban. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous m'entendez bien? C'est bon, Benoît, est-ce que tu... Alors, je vois qu'il y a aussi Julien, Alexis, Cécile, Mode. Est-ce que vous pouvez me confirmer le son est bon? Ok. Ok, parfait. Du coup, je vais me présenter. Je m'appelle Bertrand Bussac. Je suis le directeur du Wagon Bordeaux. Et ce soir, vous allez voir qu'on a une équipe qui est assez complète. Clément va prendre le relais tout à l'heure pour se présenter, donc je vais te laisser présenter tout le monde. Mais nous avons la chance d'accueillir le groupe Machine Learning de Bordeaux qui va nous présenter cet atelier ce soir. Alors, juste avant, je vois que là, il y a des gens on est pour l'instant une vingtaine, les gens sont en train d'arriver petit à petit. Je vais peut-être commencer par vous parler un petit peu pendant 2-3 minutes du wagon. Je vais faire ça très rapidement, le temps que les gens se connectent. Et puis après, je donnerai la parole à Clément. Alors, je partage très vite mon écran. Donc, juste une petite information. Donc, moi, je dirige le wagon. On a la chance d'accueillir du groupe cet atelier ce soir. Très rapidement, le wagon, ce sont des formations. Formations hyper intensives en data et en dev web. Je vais très rapidement dessus. C'est à peu près 10 000 personnes à travers le monde. Des formations hyper intensives qui ont lieu tous les trimestres, donc en data et en dev web. On a pas mal de partenaires recruteurs également, donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ces formations-là, n'hésitez pas à nous contacter. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si vous cherchez des informations, vous avez tout sur le site internet, notamment par exemple un job report pour si vous voulez savoir un petit peu quel type de métier les gens font après la formation, quel salaire, sous combien de temps, etc. Globalement, les métiers après la formation, ça dépend si les gens font la formation en data ou en dev. En data, ça peut être data analyst, scientist, data engineer, tout va dépendre un petit peu aussi des backgrounds des initiaux des gens qui viennent faire la formation. En dev, les gens vont plutôt faire des carrières en développeur, product owner, manager, growth hacker ou des entrepreneurs. Les programmes se font à distance ou en présentiel, à temps plein ou à temps partiel, ou un mix de tout ça quand quelqu'un veut faire un format hybride. Le programme est hyper intensif, fait à peu près 60 à 180 heures de préformation, 360 heures de cours, 40 heures de carrière week pour vous préparer à rentrer sur le marché de l'emploi. Tout ça, c'est certifiant. Et les prérequis, ça dépend des carrières. Par exemple, ceux qui veulent faire en data, parce que c'est le sujet de la soirée, il faut avoir un gros background. Il faut savoir faire du Python et des maths en résumé, mais vous avez un travail de préparation qui vous y aide. Vous avez également accès à une plateforme pédagogique et un contenu au réseau de tous les anciens. Voilà. J'ai fini pour ma petite présentation. Je vois qu'on a accueilli 5 nouvelles personnes. Donc, je vais laisser la parole à Clément qui va se présenter, qui va présenter tout le monde. Juste, Clément va le redire, mais je le dis déjà. Je pense que maintenant les gens sont assez familiers avec l'outil Livestorm. Vous avez donc, si vous voulez poser des questions, vous avez la partie questions à droite. Alors, vous pouvez également le mettre dans le chat, mais juste pour qu'on puisse avoir un fil logique, ça sera plus simple pour nous si vous le mettez dans question. Vous avez également la partie sondage. Et là, je vous invite à y aller tous maintenant, tous ceux qui sont présents. Et prenez peut-être 10 secondes. Il y a juste des cases à cocher. Ça nous permettra de vous répondre. Donc, c'est à droite de la partie question, à droite de votre écran. Vous avez la partie sondage. Je veux bien que vous cochiez tous maintenant les réponses au petit sondage que l'on a mis. Ça nous permettra de beaucoup mieux vous connaître. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire maintenant. Est-ce que vous le voyez tous? Alors, ok, je ne vois pas encore les réponses. Ça va venir. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre maintenant. Et d'ici là, et puis maintenant, je vais te donner la parole à Clément. Super, merci beaucoup. Merci Bertrand, donc bonsoir à tous, merci d'être là pour ce grand retour du Bordeaux Machine Learning Meetup. Merci également donc au wagon de nous héberger ce soir, à nouveau en ligne. On espère vous retrouver en présentiel rapidement.
Donc, très rapidement, une petite présentation du Meetup. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément Romac. Je fais partie des organisateurs avec Pierre Leroy, Armand Gilles, Gilles Thué et Sylvain Saurin. Donc, ce soir, on va avoir une présentation de Elliot Maître, qui est doctorant à l'IRIT et à Scalian, donc en thèse CIFRE. Et qui va donc nous parler de la détection des signaux faibles sur les réseaux sociaux pour anticiper les variations de cours de matières premières. Donc en termes d'organisation pour le talk de ce soir, a priori les questions seront plutôt à la fin ou peut-être à certains checkpoints de la présentation. Donc comme vient de le dire Bertrand, n'hésitez pas à poser des questions sur directement Livestorm. Vous pouvez également poser des questions sur notre Slack. Donc je vais vous envoyer tout de suite le lien. Si vous n'êtes pas dessus, donc l'idée c'est que vous pouvez interagir, discuter dessus, mais aussi poser des questions sur le meet-up de ce soir en particulier. Hop, je vous ai envoyé le lien. Vous trouverez sur le Slack un channel particulier au talk de ce soir. Voilà. Donc pour les questions, vous les poserez par écrit et Gilles et Sylvain s'occuperont de les relayer à Elliot pour qu'il puisse répondre à vos questions. Ok. Et a priori, donc le talk de ce soir va être enregistré pour que vous puissiez le re-regarder plus tard. Il sera sûrement diffusé sur notre compte, sur notre chaîne YouTube. Donc je mettrai un message sur Slack une fois qu'il sera en ligne. Mais je vous envoie d'ores et déjà le lien de la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver les 2 meet-up précédents. Clément, je prends la parole 2 secondes pour te confirmer que ce sera bien enregistré et qu'il y aura un accès au replay. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ok, super. Merci beaucoup. Pour ceux qui n'étaient pas là lorsque Bertrand en a parlé, vous avez un onglet sondage à droite avec le chat et les questions. Donc, si vous pouvez prendre quelques secondes juste pour répondre aux questions, ça nous aidera ensuite un peu plus à comprendre qui assiste au meet-up et comment adapter nos présentations. Et puis, je crois qu'on est bon pour l'introduction. Je ne sais pas si Gilles, Pierre. Un petit détail à rajouter, donc le prochain meet-up a priori ça sera courant juin, donc on espère le faire physiquement, hein. Tout dépendra du Covid et de la situation sanitaire plus généralement. Donc si vous avez des idées de sujets, si vous avez envie de prendre la parole, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Donc vous pouvez envoyer un contact à l'un de nous sur LinkedIn, envoyer un message sur le meet-up, enfin, vous saurez nous contacter. Donc voilà. Ok, si c'est bon pour tout le monde, je vais laisser la parole à Elliot. Je vais couper ma présentation. Et puis on va pouvoir te laisser la place sur scène pour libérer un petit peu. Et puis on rejoindra la scène pour les questions et puis à la fin pour la conclusion. Bon talk. Merci. Alors bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien au niveau du son, c'est bon. Nickel, ok. Alors, la présentation a disparu, je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est de ma faute. Alors, donc normalement, vous devez voir les diapos. Donc, bonjour à tous. Merci déjà aux organisateurs du Meetup Bordeaux Machine Learning de m'avoir invité pour ce talk. Merci au wagon de nous accueillir. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus en détail de mon sujet de thèse. Donc, s'intitule en gros détection de signaux faibles sur les réseaux sociaux pour anticiper les variations des cours de matières premières. Donc déjà en introduction, je vais simplement me présenter rapidement. Moi de base, je suis informaticien, donc ingénieur informatique et réseau. Je suis en début de 3e année de doctorat à l'IRIT et à Scalian, donc en collaboration avec CIFRE. J'ai un encadrement assez fourni avec, on va dire, 4 docteurs en informatique et un docteur en sciences industrielles. Et je fais donc ma thèse à Toulouse, à l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Je ne suis pas de Bordeaux, malheureusement, aux grandes dames de certains des organisateurs. Donc, la présentation va suivre le plan suivant. Je vais d'abord commencer par une présentation générale du projet. Ensuite, je vais parler de l'approche concernant les matières premières et ensuite plutôt de l'approche concernant la détection des événements.
Concernant les questions, je ferai un petit checkpoint à la fin de la partie 2, parce qu'après, on partira plus sur la partie informatique, on va dire, tandis qu'avant, on sera plus sur la partie métier. Donc, vu que c'est des sessions un petit peu, des parties un petit peu indépendantes, je ferai une première pause pour faire la transition. Donc déjà, présentation générale du projet. Donc, de manière très caricaturale, l'idée est la suivante. Les cours de matières premières sont influencés par des événements qui se déroulent dans le monde réel et les événements sont discutés en ligne sur les réseaux sociaux, les newsfeeds. Et donc, il y a une possibilité de découvrir, en fait, de détecter ces événements en étudiant les discussions qui se passent en ligne. Donc, bon, j'avais mis à l'époque où j'avais fait les slides le Ever Given, mais c'est plus forcément vraiment d'actualité. Donc en fait, de manière un peu plus formelle, le pourquoi de cette thèse, on est parti de quelques constats en fait. Donc le monde des achats des matières premières est assez instable, donc on l'a vu notamment en période de crise actuellement où les cours peuvent varier quand même très fortement de certaines matières premières. On a pu voir au début de la crise Covid le prix du pétrole négatif, une forte augmentation du prix de l'or, des choses comme ça. Il y a une profusion de données en ligne avec le fameux big data dont tout le monde parlait et ne parle finalement plus tellement. On a constaté aussi une difficulté de veille pour les acheteurs notamment et pour tout le monde en fait de manière générale, qu'elle soit donc générale sur les informations qui se passent dans le monde, on va dire, ou spécialisée comme sur le monde des matières premières, le domaine des matières premières par exemple, qui est quand même un domaine pas forcément grand public, on va dire. Un autre constat qui a été fait, c'est que les données de type signaux faibles sont sous-exploitées. Donc, tout ce qui va être des données fragmentaires, finalement, comme par exemple les tweets sur les réseaux sociaux, c'est des données assez peu contextualisées, finalement. Et une branche actuelle de l'intelligence artificielle qui s'appelle le NLP, donc le traitement du langage naturel, et propose des opportunités dans ces contextes. Donc, le but du projet, c'est vraiment de coupler l'expertise Scalian avec certains domaines en plein essor de l'informatique. Donc l'objectif final, c'est d'assister en fait les acheteurs de matières premières dans leur prise de décision. Et donc pour cela, on utilise les données textuelles présentes dans un contexte big data, des techniques d'intelligence artificielle qui nous permettent d'exploiter ces données, et on va coupler ça avec l'expertise métier des acheteurs en fait de Scalian. En termes de contexte, en fait, le projet va s'articuler en deux grandes parties. Une partie informatique, donc qui va être vraiment la détection d'événements sur les réseaux sociaux. Personnellement, c'est dans ce domaine où la majeure partie de ma recherche se déroule. Et ce qui est important de préciser, en fait, c'est que cette partie est assez indépendante de la partie métier, c'est-à-dire que la détection d'événements, en fait, peut s'appliquer à tous les domaines et à tout type d'événements. Simplement, nous, après, on va la spécialiser et l'appliquer sur une partie métier relative aux matières premières, mais les méthodes employées ne sont pas spécialement propres, on va dire, à ce domaine. Et ensuite, il y a une partie métier qui représente donc la compréhension des cours, comprendre les matières premières, leur fonctionnement, et surtout les types d'événements à superviser pour comprendre les variations des cours. Donc ce projet est donc, enfin, je vous présente un petit peu l'architecture générale qu'on va avoir l'occasion de parcourir. Donc elle se découpe en deux. Il y a une partie métier, on va dire, qui est donc la partie rose, qui sera l'étude des matières premières, et la partie de droite, qui sera la partie informatique, la partie détection d'événements. Donc, dans un premier temps, on va faire un zoom sur la partie métier, et dans la troisième partie, on parlera de la partie informatique plus en détail. Donc, l'approche concernant les matières premières. Déjà, en fait, on est parti d'un constat, c'est qu'il y a une nécessité de filtrer en fait les informations qu'on va aller chercher. Donc, sur Twitter, en fait, il y a énormément de spam et certaines études l'ont quantifié à un ratio signal vers bruit de 0,2%. Donc, en gros, quasiment tout sur Twitter est du spam. Ensuite, on s'intéresse à un domaine particulier qui est les matières premières. Donc, tous les événements, en fait, ne vont pas forcément nous intéresser. Mais des événements généraux peuvent quand même nous intéresser, tout comme des événements spécifiques. Ensuite, il y a des événements qu'on va qualifier de Twitter spécifiques, qui sont par exemple Music Monday, où le lundi, les gens sont invités à partager on va dire leurs goûts musicaux pour partager des choses. À l'échelle de Twitter, on va dire que c'est un événement, mais nous, par rapport à notre contexte, en fait, ça ne va pas être finalement très intéressant. Donc, on est confronté à différentes difficultés. Donc, on a déjà une grande quantité de données, évidemment,
des événements généraux qui peuvent nous intéresser, comme par exemple le Covid. Au prime abord, on ne pouvait pas forcément imaginer que ce serait aussi disruptif que ça pour les cours de la bourse. Et des événements très spécifiques aux matières premières. Donc, on va avoir différentes granularités d'événements qui nous intéressent. Et surtout, ces événements sont non connus à l'avance et imprévisibles. Donc, évidemment, la crise Covid, mais aussi des choses un peu plus atypiques, comme par exemple l'histoire de GameStop. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a une communauté Internet qui s'appelle Wall Street Bets sur la communauté Reddit, qui a un peu craché le stock market à une période avec l'histoire de GameStop. Si vous ne connaissez pas cette histoire et que ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Donc, on va présenter les objectifs de la phase 0, donc la phase métier, on va dire. Donc, c'est déterminer les événements impactant les cours des matières premières et déterminer quels sont les éléments à monitorer pour suivre ces événements. Tout ça, en fait, pour réussir à se focaliser sur les événements qui nous intéressent pour étudier les cours et éviter d'avoir du bruit et d'être complètement assailli par le spam et la quantité de messages. Donc, c'est les grands objectifs de cette phase qu'on va appeler la phase 0. Donc, je vais vous présenter cette phase 0. En fait, c'est une sorte de méthode qu'on a essayé de développer, qui est une méthode générale d'étude des matières premières, qui peut être un peu, on va dire, dérivée à tout type de matières premières. Et après, je vous présenterai la matière première qu'on a choisie en particulier. Donc, en fait, la première phase, ça a été d'identifier les événements impactant les cours des matières premières. Et pour ça, on a fait en fait une sorte de revue de la littérature scientifique pour identifier les facteurs qui ont causé des perturbations sur les cours historiques de la matière première. Donc, l'idée, en fait, c'est de se dire, c'est que dans le passé, certains événements ont eu tel ou tel impact. On va regarder si, dans le présent, on trouve des événements qui, par exemple, pourraient être comparables et se dire, on va présenter ça aux acheteurs pour qu'ils en fassent leur analyse quant aux potentielles variations que ça va induire sur le cours de la matière première. Donc, on a cherché dans les papiers scientifiques, mais aussi dans les publications institutionnelles comme l'OCDE ou la World Bank, avec certains mots-clés qui sont un peu particuliers à notre contexte, mais qui peuvent être modifiés selon les besoins. La deuxième partie, ça a été l'identification des stakeholders de la supply chain des matières premières, donc c'est-à-dire l'identification des acteurs, on va dire, majeurs de la chaîne d'approvisionnement des matières premières. Donc, le but, en fait, a été d'analyser la supply chain de la matière première qui nous intéresse et de se dire quels sont les acteurs principaux, où est-ce qu'ils sont situés, on va dire, géographiquement, dans quel domaine, on va dire, ils exercent, donc quels sont les domaines à superviser. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, on va essayer de trouver quels sont les éléments à superviser de manière à comprendre la variation, et ça passe notamment par l'étude, en fait, de ceux qui produisent la matière première et aussi ceux qui vont l'utiliser, et les domaines, en fait, qui vont être impactés par cette matière première. Donc, nous, on a fait une application à une matière première qui s'appelle le phosphate. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un minéral qui sert c'est un élément chimique qui est sous forme minérale, qui sert, en fait, principalement à faire des engrais. C'est une matière première qui a été très intéressante pour nous pour différentes raisons. Les matières premières, déjà, sont séparées, on va dire, en deux grandes parties, les matières renouvelables, donc le végétal et animal principalement, et les matières non renouvelables, à l'échelle humaine, bien sûr, comme par exemple les métaux ou encore les minéraux. L'intérêt du phosphate, en fait, c'est qu'il est un peu à la frontière des deux, c'est-à-dire que c'est une matière non renouvelable qui sert aux matières renouvelables, parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, ça sert pour les engrais. Donc, on a trouvé que c'était une matière relativement représentative, on va dire, un peu des deux côtés et qui était liée aux deux aspects des matières premières et donc qui pourrait nous permettre de assez facilement, on va dire, faire des généralisations par la suite si c'est nécessaire. Donc, c'est une ressource stratégique pour l'agriculture européenne puisque sans phosphate, rien ne pousse. Il y a une concentration des acteurs extracteurs. Donc, en fait, on a choisi le phosphate parce que on verra une carte après, mais les ressources de phosphate sont très localisées sur Terre. Il y en a principalement au Maroc, en Chine et en Syrie. Et ça nous permet en fait d'avoir des zones géographiques relativement restreintes à superviser, contrairement à par exemple l'or où il y en a un peu partout et surtout tout le monde utilise de l'or pour faire tout et n'importe quoi. Donc tandis que nous, le phosphate ne sert quasiment qu'aux engrais, n'est produit qu'à certains endroits, donc on a on va dire une restriction des éléments à superviser et on va tendre vers une meilleure exhaustivité des éléments à superviser, même si ce sera évidemment pas le cas en pratique. Ensuite, il y a une certaine singularité statistique du prix, c'est-à-dire qu'avant 2008, là on peut voir le pic, c'était relativement stable, tandis que maintenant on a quand même des plus fortes variations et on voit que c'est une matière première qui commence
être assez tendue en fait, puisque on a des réserves limitées et elle est absolument nécessaire à l'agriculture. Donc elle est assez représentative d'enjeux à la fois politiques, technologiques et qualitatifs, et donc on a trouvé que c'était une matière première intéressante à superviser. Donc en résumé, voilà, les objectifs de la phase 0, c'était vraiment de déterminer les événements impactants des cours des matières premières et de déterminer quelles sont les sources à monitorer. Et on a en gros, pour faire simple, proposé une méthodologie qui permet de faire une étude historique de l'évolution des cours des matières premières et une méthodologie d'identification on va dire des acteurs importants de la supply et du domaine à superviser pour ensuite proposer une application au cas du phosphate. Donc, c'est reproductible à d'autres types de matières premières pour pouvoir généraliser ça en fait par la suite. Donc, bon, sur la droite, vous voyez un petit peu la répartition des réserves du phosphate pour illustrer ce que j'avais dit avant. Donc voilà, c'était une présentation relativement rapide, on va dire, de la partie matière première. Donc bon, je pense que c'est pas forcément la partie qui suscitera le plus de questions, étant donné que c'est pas la partie qui implique le plus de procédés informatiques. Mais si jamais il y en a, ça peut être le moment. En tout cas, il me semble que je n'en vois pas ni dans le chat, ni dans la partie questions. Sur Slack, j'imagine qu'il n'y en a pas forcément d'autres. Donc, je ne sais pas, je vais peut-être continuer la présentation dans les médias, et puis de toute façon, les questions seront traitées à la fin. Ouais, n'hésite pas à continuer. Au pire, on verra s'il y a des questions plus tard. Ok, ça marche. Ah, il y en a une qui vient d'arriver. Ouais, alors, ok, Pierre, vas-y si tu veux. Avez-vous considéré d'autres matières premières avant de choisir le phosphate? Alors oui, en fait, de base, Scalian est une société qui est plutôt spécialisée dans l'aéronautique. Donc on s'était dit que des matières premières en lien avec l'aéronautique seraient intéressantes, peut-être par exemple l'acier ou des éléments qui servent à faire des conduits électriques, des choses comme ça. Il y a plusieurs raisons qui nous ont poussé à ne pas le faire, à ne pas choisir ces matières. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, l'acier dans le domaine de l'aéronautique, c'est des aciers en fait avec énormément de contraintes. Enfin, c'est des matières premières très spécifiques, qui ont des normes de qualité très hautes. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est pas forcément selon le cours réel de l'acier que le prix de cette matière première en particulier est déterminé. Enfin, en tout cas pour l'aéronautique. Et donc, on n'avait pas de domaine d'application particulièrement intéressant dans le domaine de l'aéronautique. Et ensuite, on a voulu aussi diversifier un petit peu le portefeuille, on va dire, de Scalian, puisque l'aéronautique, comme vous le savez, a quand même connu quelques déboires pendant ces derniers mois. Donc, on a trouvé intéressant de se focaliser sur d'autres matières premières. Et accessoirement, comme je vous disais, le phosphate a des propriétés assez singulières, comme peu de producteurs et peu de types d'utilisation, qui permettent en fait de restreindre assez facilement, on va dire, les éléments à superviser et rendre un peu plus intelligible, on va dire, l'analyse, comparativement par exemple à l'or, où il y a tellement d'acteurs, tellement de producteurs et tellement de tout en fait que le cours est presque chaotique, quoi, en fait. Donc, voilà, c'est un peu comme ça qu'on a justifié ce choix. Bon, merci pour ta réponse. Visiblement, c'est clair. Je te laisse continuer. Ouais, je vais continuer alors. Donc maintenant, on va passer à la partie principale, on va dire, de la présentation, qui est le moteur, on va dire, de détection d'événements. Donc, contexte, donc à gauche, c'était la phase 0, donc la partie rose, et là, on va être en 3 phases sur lesquelles on va zoomer après, donc si vous ne voyez pas bien, il n'y a pas de problème. Donc, pour rappel du contexte, on est dans un contexte de streaming de données, donc un flux. On travaille sur des données textuelles qu'il va falloir exploiter, qui sont donc brutes, entre guillemets, et non donc brutes. On a un flux continu de données, donc ce qui est important, c'est de pouvoir faire du traitement quand même un peu en temps réel, et donc sur des données qui vont arriver de manière continuelle. Ensuite, une des grosses problématiques, c'est qu'il va y avoir une évolution des données au cours du temps. On va appeler ça le concept de drift, dont on parle un petit peu après. Le langage évolue, donc par exemple, les mots utilisés ont tendance à évoluer, en particulier sur les réseaux sociaux. Le langage est déstructuré, évidemment. Et les événements aussi évoluent. C'est-à-dire que, bon, du côté du langage, par exemple, si on est en anglais,
Le mot président, l'année dernière, était principalement associé à Trump. Maintenant, il est principalement associé à Biden. Donc, supposons qu'on ait entraîné un modèle l'année dernière, il ne sera plus forcément valable aujourd'hui. Ensuite, les événements évoluent. D'abord, le Covid a été, par exemple, une crise sanitaire qui s'est transformée en crise écologique, qui s'est transformée en crise sociale. Bon, c'est simplifié, mais on peut voir ça comme ça, par exemple, une évolution des événements. Et on a un nombre d'événements inconnus et variables. Donc, il se peut qu'il y ait des moments où il ne se passe rien, on va dire, en tout cas rien d'intéressant pour nous, et des moments où on a des dizaines d'événements différents qui se produisent. On a des événements qui peuvent ne jamais avoir eu lieu dans le passé, comme par exemple la pandémie, on va dire, n'a jamais eu lieu dans un contexte comme actuellement. Donc, on a eu nécessité de proposer une solution, on va dire, non supervisée, basée sur du clustering de données, notamment pour ne pas avoir en fait à préciser le nombre de classes en fait d'événements qu'on va avoir à trouver par la suite. Donc, je vais vous présenter l'architecture générale du moteur de détection d'événements. Il va y avoir, alors je suis désolé, normalement il y avait des animations, je ne sais pas pourquoi le PDF ne les a pas prises, donc il y aura tout d'un coup à chaque fois. Donc, en termes d'architecture générale, le moteur de détection d'événements va se découper en 3 grandes phases. La première phase qui va être la récupération, l'extraction et le filtrage des données. Donc, on a donc notre flux de données en entrée qu'on va récupérer soit en scrapant par exemple des sites de news ou en utilisant l'API de Twitter. Et on va récupérer et filtrer ces données à l'aide de règles de filtrage. Donc, comme je vous ai expliqué, c'est nécessaire de filtrer les données pour un peu s'extraire de tout ce spam et aussi pour focaliser sur les types d'événements qui vont nous intéresser. Donc, ces règles de filtrage, comment on les établit? En fait, on les établit grâce à l'étude des matières premières qu'on a fait auparavant dans la phase 0, d'où l'utilité de cette phase. Donc, après le filtrage et la récupération des données, on va avoir des documents filtrés, donc qui a priori sont tous plus ou moins intéressants. Bien sûr, ça c'est dans la théorie. Ces documents filtrés, on va vouloir les traiter pour finalement réussir à extraire l'information qu'ils contiennent. Donc, on va faire une transformation des données à l'aide d'un modèle de représentation des données. On va avoir des données représentées ensuite, on va utiliser ces représentations pour identifier des événements à l'aide d'un modèle de représentation des événements. Donc, il y a des boucles dans l'architecture. L'idée, c'était de représenter le fait qu'on va essayer de nourrir au fil du temps notre modèle pour le faire évoluer. Je ne vais pas trop en parler ici parce que ce n'est pas encore quelque chose auquel on a trop implémenté, on va dire. Donc, faites pas trop attention aux flèches qui vont vers l'arrière. Donc, dans l'immédiat, on va zoomer sur la phase 2, la phase traitement des représentations de la donnée, donc la donnée textuelle. Donc là, on fait un zoom sur la phase 2, qui va être elle-même découpée en sous-phases. Donc, on a un document en entrée, donc un tweet par exemple, duquel on va extraire un certain nombre d'éléments, donc le texte brut finalement, ce que l'utilisateur a écrit, certaines features, comme par exemple les hashtags ou encore les mentions à d'autres utilisateurs, et les métadonnées qui sont un peu les caractéristiques du tweet. Donc, par exemple, savoir quel utilisateur a posté le tweet, à quel moment, est-ce que c'est un tweet réel ou est-ce que c'est un retweet, ce genre d'informations vont nous être utiles. Ensuite, donc, il va y avoir différents traitements qui vont être réalisés. On va faire un traitement du texte, déjà, en utilisant un modèle de traitement du langage qui s'appelle BERT, dont on va parler plus en détail après, pour obtenir un vecteur de texte qui va ensuite nous permettre de faire le clustering. Donc ensuite, on va faire aussi un traitement des features et un traitement des métadonnées. Alors cette figure n'est pas tout à fait juste, je vous prie de m'excuser. On va utiliser directement le vecteur de texte et les features ne vont pas être mises sous forme de vecteur, mais je vais vous expliquer par la suite en fait ce qu'on va en faire. Donc dans l'immédiat, on va simplement représenter le texte sous forme de vecteur et c'est ça qu'on va utiliser. Et toute la partie features et métadonnées, on y reviendra par la suite. Donc en gros, à la sortie de cette phase, on obtient un vecteur censé représenter le sens du tweet. Donc on va avoir un vecteur dans un certain nombre de dimensions qui va représenter le sens du tweet à la manière du word embedding, si vous connaissez peut-être, sauf que là, on va être plus sur du document embedding. Donc ce vecteur va être un résumé du contenu sémantique du tweet de manière à comprendre en fait tout simplement ce qui est dit dans ce tweet. Et ça va nous servir à quoi en fait? Ça va nous servir à regrouper les documents similaires dans des groupes. On va donc appeler des clusters. Donc là, cette visualisation, c'est avec un dataset contenant 60 000 tweets, je crois, labellisés dans différentes catégories. Donc la couleur correspond à la catégorie et chaque point correspond à un tweet.
Donc en fait, on a représenté ces tweets sous forme de vecteurs, donc dans l'espace en fait. Et là, on a fait un résumé en 2 dimensions de ces vecteurs de représentation pour illustrer en fait le fait que des tweets similaires se trouvent dans des zones de l'espace proche. Donc les vecteurs de représentation, leur but c'est de se dire 2 tweets similaires vont avoir un vecteur proche, tandis que 2 tweets dissimilaires, donc ils ne vont pas parler de la même chose, auront un vecteur de représentation éloigné. Donc là, on voit bien en fait que les tweets de catégories similaires vont avoir tendance à être regroupés dans l'espace. Et en rouge, j'ai encerclé ce qui pourrait être des clusters correspondant à des événements. Donc en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est que là, le modèle qu'on a utilisé, BERT, pour représenter les tweets, on l'a pas entraîné en fait. On l'a pas entraîné et on l'a utilisé de manière brute comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un modèle qui est basé sur le transfer learning, qui fait beaucoup de bruit, enfin une technique, on va dire, qui est actuellement très à la mode, dont je vais vous parler maintenant. Donc, on va faire un petit zoom sur les transformers. Donc, les transformers, c'est une architecture de réseau de neurones qu'on va avoir l'occasion de détailler. Donc, déjà, je vais présenter ce qu'est le transfer learning. Donc, c'est la grande trend actuelle on va dire, de tout le machine learning, pas uniquement le NLP, mais ça a causé des avancées majeures en NLP, mais aussi en traitement d'image et dans bien d'autres domaines. Mais je pense que ça a été particulièrement notable dans le NLP. Le transfer learning, il est souvent mis en balance avec le machine learning traditionnel. Donc, le machine learning traditionnel, on a une tâche, un dataset associé à cette tâche qui est censé représenter, on va dire, la distribution sous-jacente à cette tâche. Et ce dataset, on va apprendre à réaliser cette tâche sur ce premier dataset et on va entraîner notre modèle dessus. Et si jamais on a une seconde tâche, et ben on va prendre un second dataset et on va repartir de zéro à chaque fois en fait. Et là, le transfer learning, l'approche, ça va plutôt être de se dire, on va d'abord entraîner notre modèle à faire des tâches un peu macro, des tâches un peu méta, peut-être on pourrait dire, qui par la suite vont nous servir à réaliser des tâches plus spécifiques. Donc, on va avoir un premier dataset représentatif de la tâche 1, sur lequel on va entraîner notre modèle. Et ensuite, on va utiliser ce modèle entraîné et on va faire ce qu'on appelle un fine-tuning sur un deuxième dataset qui, lui, sera spécifique à la tâche finale en fait, qu'on veut effectuer. Donc, si on prend un exemple, on peut se dire on veut faire de l'analyse de sentiments dans du texte. Et ben, on va se dire que c'est intéressant d'avoir d'abord un modèle qui comprend très bien la langue anglaise. Et ensuite, ce modèle qui comprend très bien la langue anglaise, on va lui apprendre en particulier à faire de l'extraction, enfin de l'analyse de sentiments. Donc, on va avoir un premier gros dataset qui sera par exemple Wikipédia anglais, qu'on va donner à notre modèle et il va finalement apprendre à comprendre comment la langue anglaise est structurée. Et on va utiliser ce modèle pré-entraîné qu'on va ensuite fine-tuner sur la deuxième tâche. Et on se rend compte en fait qu'en faisant ça, ça permet d'avoir des performances très supérieures à ce qui peut être fait en entraînant directement sur la seconde tâche. Et le gros avantage du transfer learning, c'est que le dataset nécessaire pour la tâche finale est beaucoup plus faible. Enfin, il y a moins de nécessité d'avoir un dataset fourni que si on entraînait directement et uniquement sur cette tâche. Donc, voilà en gros pour l'intérêt du transfer learning. Donc maintenant, je vais vous parler de l'architecture Transformers. Donc, les Transformers, qu'est-ce que c'est? C'est un type d'architecture de réseau de neurones, au même type que les RNN, enfin les réseaux de neurones récurrents ou encore les réseaux convolutifs. Et cette architecture, elle a été introduite dans le papier Attention is all you need, un papier qui a été publié en 2017 par une équipe de Google. La motivation de ce papier, elles ont été, pour publier l'architecture Transformers, elles ont été diverses. Donc déjà, le transfer learning, en général, c'est basé sur des encodeurs-décodeurs, des architectures encodeurs-décodeurs avec des CNN et des RNN à l'intérieur. Les RNN et les CNN, en particulier les RNN, ils ont quelques problèmes de parallélisation, notamment parce que c'est des opérations séquentielles dans les RNN et qu'on a besoin, en fait, étant donné que c'est séquentiel, de connaître l'étape précédente pour pouvoir faire la suivante. Donc, c'est difficile de les paralléliser puisque les étapes sont interdépendantes. Ensuite, dans le cadre du NLP, donc ce que je n'ai pas précisé, c'est que les transformers ont été introduits dans le cadre du NLP. Donc maintenant, ils sont utilisés dans tous les domaines, l'image, le son, etc. Mais tout ce que je vais dire là, c'est plutôt appliqué à du NLP. Voilà. Donc,
Un autre constat qui a été fait, qui est vrai à la fois pour les CNN et les RNN, c'est que le coût des opérations augmente avec la distance entre les mots. Donc, supposons qu'on ait une séquence, on a un mot au début de la phrase, un mot à la fin de la phrase. Quand on va vouloir les faire contribuer les uns par rapport aux autres, le coût de l'opération va augmenter avec la distance entre ces mots. C'est moins vrai pour les CNN qu'avec les RNN, mais c'est vrai quand même. Et ensuite, dernier constat, c'est que le mécanisme d'attention, les modèles encodeurs-décodeurs qui les utilisent sont en général les plus performants. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous l'attention. Mais en fait, l'attention, c'est un mapping entre les inputs et les outputs qui permet de voir, qui donne un poids en fait à quel input va contribuer à quel output. Donc ça, je l'illustrerai par la suite. Mais concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est à peu près une matrice de poids. Donc les transformers. Les transformers, c'est une architecture de réseau de neurones. Sur la gauche, on peut voir l'architecture générale. Donc avec sur la partie gauche de la figure, sur la partie gauche de la figure de gauche, l'encodeur et sur la partie droite, le décodeur. Ce qui est surtout intéressant à noter, c'est la multi-head attention, donc qu'on va détailler. Et bon, il y a une opération de calcul d'attention dont on va parler aussi. Donc l'architecture, déjà, elle est en deux parties. Donc si on fait un trait vertical, sur la gauche, il y a l'encodeur, sur la droite, il y a le décodeur. Donc l'encodeur, de quoi est-ce qu'il est constitué? Il est constitué de deux sous-couches, donc une multi-head attention et une added norm, donc, et une feed-forward et une added norm. Cet encodeur est répété 6 fois et la dimension de l'output va être de 512. Donc en bas, j'ai mis la formule qui donne la sortie de chacune des sous-couches. Et le décodeur, lui, est composé de 3 sous-couches, donc une masked multi-head attention et un added norm, et l'encodeur par-dessus. Donc le transformer ici de bas en haut, on va dire. La masked multi-head attention, c'est une couche de self-attention, donc comme les autres, simplement elle va être modifiée de manière à empêcher la contribution aux positions subséquentes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, on a une matrice de poids. Et le but, c'est de ne pas pouvoir utiliser le futur en fait, pour prévoir les outputs, ce qui est relativement logique puisqu'on traite des séquences. Si on voit la fin de la séquence, pour prédire la fin de la séquence, il suffit de donner la valeur qu'on voit dans le futur. Donc, ça va être la seule différence avec les multi-head attention qu'on va présenter maintenant. Donc, le multi-head attention, c'est là en fait où le gros du calcul va se faire, et c'est principalement là-dedans en fait que l'intérêt des transformers réside. Donc, ça va être un calcul qui va utiliser 4 éléments principalement, donc Q les queries, K les keys, V les values et dk qui va être la dimension des keys. Donc, d'abord, on va faire un premier calcul matriciel entre les clés, entre la query et les keys. Donc, le but, en fait, ça va être de se dire, les queries, c'est ce qu'on a en entrée, par exemple des mots, et les keys, c'est ce qu'on a en mémoire. Et l'idée, ça va être de trouver, donc les clés sont associées à des valeurs, donc c'est un système de clés-valeurs en mémoire. Les clés, l'idée, ça va être de trouver quelle clé correspond le mieux à quelle query. Et pour ça, en fait, on va simplement faire une fonction de... j'ai perdu le mot, mais c'est un produit scalaire, en fait, une fonction de compatibilité, voilà. Donc, par exemple, un produit scalaire entre les queries et les keys, de manière à comprendre, en fait, quelle clé correspond le mieux à quelle query. Donc, en fait, on a un vecteur de query, un vecteur de keys, et on va voir, en fait, lequel correspond le mieux à l'autre. Pour qu'ensuite, on récupère, en fait, la value qui correspond à cette clé. En gros, on va voir la matrice A, qui est le produit scalaire de Q fois K, divisé par le dk. Bon, ça, c'est pour une question de convergence. Ça va être en fait une matrice de poids, c'est-à-dire que les clés qui correspondent très bien à la query vont avoir un poids plus fort, vont permettre d'avoir un poids plus fort associé à la valeur, associé à la clé. Donc, la matrice A va représenter une matrice de poids et l'attention va être un softmax de cette matrice de poids fois les values. Donc, en gros, ça va nous permettre en fait de pondérer les valeurs en fonction de leur correspondance à la query. Voilà. Donc, c'est que du calcul matriciel, ça c'est ce qui est intéressant de noter. Et ensuite, on va avoir les multi-head attention, donc en fait, qui va être simplement une concaténation des têtes d'attention qu'on a vues précédemment. Donc, le produit en fait d'attention. Et ces multi-head attention, en fait, à quoi elles vont servir? C'est qu'en fait, chaque tête d'attention va permettre de considérer différents éléments du langage. C'est-à-dire que, en fait, ça va permettre de projeter Q, K et V
dans différents espaces à l'aide de projections donc on va apprendre en fait, et ça va nous permettre d'analyser différentes parties du langage. Donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que chaque tête d'attention va avoir une spécificité dans la compréhension du langage, et on va pouvoir voir en fait que chaque tête va apprendre donc une partie du langage et contribuer conjointement à la compréhension de ce langage et donc aux différents aspects qu'il peut y avoir. Donc ce qui va être intéressant après, c'est de visualiser les matrices de poids en fait qui vont être associées à chaque tête d'attention pour comprendre ce qu'elles font. Donc cette slide, je vais passer assez vite. Simplement, en fait, on a des matrices qui permettent de faire un mapping input-output, mais on n'a pas la notion de séquence, comme par exemple dans les RNN. En fait, on ne sait pas quel mot vient dans lequel finalement. Donc il y a nécessité d'avoir un positional encoding simplement pour connaître l'ordre de la séquence. Voilà, je pense que c'est principalement ce qu'il faut retenir. Donc les transformers, en fait, finalement, quel intérêt? Donc par rapport au RNN, en fait, ils sont plus performants pour les opérations séquentielles. Et ils ont une meilleure complexité lorsque n est inférieur à d. Donc n, c'est la taille de la séquence d'entrée, et d, ça va être la taille du vecteur de sortie. Donc supposons qu'on ait une phrase, en général on a 10, 20 mots, même si on en a 100, on sera toujours très inférieur à 512, par exemple, qui est la dimension de sortie. Donc dans quasiment tous les cas, en fait, on va avoir une meilleure performance. Par rapport au CNN, donc au réseau convolutif, les réseaux convolutifs, souvent, ils ont des problèmes avec le NLP quand le kernel, la taille du kernel utilisé est inférieure à la taille de la séquence. Dans ces cas-là, il faut stacker les convolutions et ça augmente encore ce fameux maximum pass length. Donc, au mieux, les CNN ont la même complexité en fait que les transformers, on va dire. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des meilleures performances. Ils sont facilement parallélisables en fait, puisque c'est que du calcul matriciel, c'est surtout ça qui est très important. Et que les GPU actuels sont particulièrement optimisés pour le calcul matriciel. Et les transformers nécessitent moins de temps d'entraînement que les autres réseaux de neurones. Et en plus, l'attention apporte une explicabilité, en fait, puisque chaque tête effectue une tâche en particulier, et qu'en fait, vu que la matrice d'attention est simplement une matrice de poids, on va pouvoir visualiser, en fait, comment sont répartis les poids pour comprendre quel input a contribué à quel output. Donc là, dans une tâche de traduction, donc ici, ce n'est pas forcément une matrice d'attention du transformer, enfin, ce n'est pas la même, mais c'est pour illustrer. En gros, on peut voir les carrés blancs veulent dire quel input a contribué à quel output. Donc on peut voir, par exemple, à la fin, il y a arme chimique en bas, l'ordre n'est pas le bon si on fait la traduction en anglais, et on peut voir que chimique est bien associé à chemical et arme est bien associé à weapon. Voilà, ça permet de visualiser un peu qu'est-ce qui contribue à quoi, et de comprendre que l'attention, en fait, comprend bien ce qu'il faut. Donc ça, c'est pour l'architecture vraiment du réseau de neurones. Cette architecture, en fait, elle a été utilisée après dans de nombreux modèles, en particulier dans BERT. Donc BERT, c'est ce qu'on appelle un multilayer bidirection transformer encoder. Donc c'est juste un encodeur, on a enlevé le décodeur. Mais l'idée, en fait, c'est de stacker, on va dire, un certain nombre de transformers pour créer un language model. Donc, ce language model, c'est ce qui va être utilisé pour représenter en fait les séquences de texte. Donc, donc BERT a été pré-entraîné en fait sur un corpus d'entraînement composé de à peu près 3 milliards de mots, et ça a été entraîné au niveau des séquences, en fait, des documents. Donc, ce qui est important en fait, c'est que contrairement au word embedding classique, là, BERT apprend à comprendre les documents à grande échelle, en fait, enfin à l'échelle vraiment du document, et plus simplement comme une addition de mots, par exemple, on va dire. Ce qui est très intéressant avec BERT, c'est que les séquences en entrée peuvent être de taille variable et en pratique de n'importe quelle taille, on va dire. Et en entrée, on aura toujours un vecteur de la même taille. Et donc, BERT comprend l'anglais, en fait, de base, et c'est ce qu'on a utilisé pour faire la représentation des tweets. C'est-à-dire que ça nous a permis de produire des vecteurs représentant les tweets sans même avoir entraîné un modèle, finalement. Donc, voilà pour ce qui est des architectures transformers. Donc, si vous ne connaissiez pas, je pense que c'est un petit peu difficile à digérer. En plus, si vous ne connaissiez pas non plus le mécanisme d'attention, c'est encore plus compliqué. Si vous avez des questions à la fin, je serai content d'y répondre. Je vais repartir sur la partie détection d'événements pour compléter. Donc,
où on en était lorsqu'on a digressé, c'était on a des représentations de nos documents, donc on les a dans l'espace, et on voit que selon les catégories, on va dire, ils ont l'air d'être plutôt proches. Maintenant, il va falloir les regrouper pour créer des clusters. Créer des clusters qui correspondront par la suite aux événements. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit zoom sur la phase 3, qui va être la création des clusters et des événements. Donc cette phase 3, on peut la voir de la manière suivante. Donc faites pas attention au call start. Ça, c'est, comme je vous ai dit, c'était quand on boucle et pour le moment, on ne boucle pas. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'ensemble des vecteurs de représentation des tweets et on va les mettre sous forme matricielle. Donc on va avoir une matrice qui va permettre de représenter l'ensemble des documents qu'on va souhaiter clusteriser. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que cette matrice de similarité, on va évaluer la similarité entre chacun des vecteurs représentant chacun des documents à l'aide d'une mesure de similarité, de manière en fait à avoir une matrice de similarité entre les documents. Et à l'aide de cette matrice de similarité, en fait, on peut appliquer un algorithme de clustering pour regrouper entre les documents similaires. Donc le principe, c'est ça. Donc là, le problème, en fait, qu'on a un peu perdu de vue, c'est qu'on est dans un contexte de streaming, et donc il faut faire un traitement au fil de l'eau. Et les algorithmes de clustering, normalement, ils ne sont pas faits pour traiter de manière dynamique les données, sauf les algorithmes de clustering dynamique. Donc nous, en fait, ce qu'on a choisi de faire, c'était de faire un découpage du flux en fenêtres pour pouvoir se ramener à un cas de clustering classique. Donc, c'est-à-dire, pour chaque fenêtre, on va faire du clustering, en fait. Ça a différents avantages. Déjà, on peut utiliser les algorithmes classiques de clustering qui sont quand même plus nombreux, plutôt plus performants. Et on va dire que le clustering dynamique, d'habitude, c'est souvent des adaptations d'algorithmes classiques. Donc, si on peut se ramener à un contexte classique, c'est d'autant plus simple. En faisant ces fenêtres temporelles, on s'assure aussi de la proximité temporelle des tweets. Alors ça, c'est important parce qu'en fait, si deux tweets sont très similaires mais sont séparés par des années, on se dit qu'ils ne parlent pas forcément du même événement. Et ensuite, on peut faire une évaluation de la pertinence au fil de l'eau, puisqu'on va avoir la possibilité d'évaluer le clustering à chaque fenêtre. Donc ça, c'est un petit résumé, on va dire, du traitement qu'on va effectuer pour chaque fenêtre. Donc déjà, on va ouvrir le dataset, on va créer des fenêtres de 2000 tweets. On va représenter le contenu textuel donc avec BERT, ou plutôt SBERT. Alors pourquoi? Parce que SBERT, c'est une variante en fait du modèle BERT qui est plus adapté pour les documents de l'échelle de la phrase, tandis que BERT, c'est des documents plus grands, et plus performants pour des documents plus grands. Donc les tweets, on peut souvent assimiler ça à des phrases, donc on est parti sur SBERT. On fait un calcul de similarité à l'aide de la cosine similarity, qui est une similarité assez classique dans le NLP. On va créer un graphe de similarité pour lequel les nœuds seront les documents, donc les tweets, et les arêtes entre chacun des nœuds sera la similarité entre ces tweets qu'on vient de calculer. On va supprimer les arêtes pour lesquelles le poids est trop faible. Donc les documents trop peu similaires, en fait, on ne va pas leur laisser un lien entre eux. On va ensuite appliquer l'algorithme de Louvain, qui est un algorithme de clustering qui fait de la détection de communautés, en fait, et qui a le gros avantage on n'a pas à spécifier, en fait, le nombre de classes qu'on va vouloir trouver. C'est lui qui va le déterminer de manière optimale. On mesure la performance ensuite de notre clustering avec la métrique B-cubed, en fait, qui est une sorte de F1 score, de précision recall F1 adaptée au clustering. Et ensuite, on va représenter nos clusters. Donc ça, on va voir pourquoi. Donc là, en fait, le fait de traiter en fenêtre, ça a des avantages, comme on l'a présenté, et ça a aussi des inconvénients. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a une fenêtre de 2000 tweets, on a trouvé des événements dedans, mais ce n'est pas parce qu'on a coupé au bout de 2000 tweets que l'événement est terminé. Donc, il va falloir en fait être capable de traquer l'évolution des événements entre les fenêtres. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que chaque colonne, c'est une fenêtre, chaque rond bleu, c'est un événement, et on va voir qu'en fait, entre fenêtres, on va vouloir lier ces événements entre eux pour traquer en fait l'évolution de chacun de ces événements. Donc, c'est un peu une structure de liste chaînée, en quelque sorte. Donc, on va voir en fait comment on va essayer de faire ce tracking. Donc, en résumé, on a des fenêtres qui nous permettent de traiter le flux de données en se ramenant à un contexte de clustering classique. On a aussi la possibilité. On veut suivre les événements au cours du temps pour suivre leur évolution, en fait. Et une question qui se pose, c'est comment comparer en fait des clusters de documents. Donc, il y a une nécessité en fait de caractérisation des clusters. Donc, la première idée qu'on avait eue, c'était de faire ce qu'on appelle un méga-document, c'est-à-dire de concaténer en fait l'ensemble du contenu textuel de tous les documents du cluster
de manière à obtenir un grand document et après comparer ces grands documents entre eux. Le problème, en fait, c'est qu'il y a les événements, on va dire, ont des dimensions supérieures à uniquement leur contenu textuel. Donc ça, c'est une figure que j'ai prise d'un papier que je cite à la fin. On va vouloir essayer de considérer un peu plus que simplement le contenu textuel du cluster pour savoir si c'est effectivement un événement ou non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte que la popularité en fait, de certains éléments vont nous permettre de savoir si c'est effectivement un événement ou pas. Donc, on va dire, il y a des utilisateurs qui vont être plus influents que d'autres, des tweets qui vont être plus importants que d'autres, des entités peut-être qui vont être plus importantes que d'autres. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver une représentation des clusters qui va nous permettre deux choses. De savoir si effectivement ce cluster représente un événement, en jugeant donc de la popularité des gens qui l'ont posté ou la popularité des termes qui sont utilisés. Et dans un second temps, ça va nous permettre en fait de les comparer. Donc là, on est dans une partie sur laquelle on est encore en train de travailler. Donc en fait, cette représentation en graphe, elle va nous permettre de modéliser les événements de manière plus réelle et de modéliser les clusters de manière plus réelle pour comprendre si effectivement ils représentent un événement ou non. Mais ça pose, on va dire, un certain nombre de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comparer des graphes, c'est pas forcément quelque chose de trivial. Surtout quand c'est des graphes hétérogènes. Donc, par exemple, on va avoir des utilisateurs, des tweets, des mots-clés, des choses comme ça. Donc, c'est pas trivial à comparer. On est en train d'étudier actuellement ce qu'on appelle la graph similarity. Donc, c'est souvent des problèmes résolus par des techniques de deep learning. Donc, il y a différentes techniques possibles. Soit de faire du graph embedding, soit d'utiliser des graph neural network. Bon, on va pas trop m'apesantir là-dessus. C'est peut-être pas l'objet. Donc voilà, on cherche comment comparer ces événements pour les traquer au cours du temps. Et maintenant, je vais vous présenter un petit peu les perspectives, donc là où on en est et ce qu'on va chercher à faire dans le futur. Donc on cherche une méta-représentation pour la structure d'un événement, donc c'est ce que j'ai évoqué avec le graphe précédemment. Savoir quels utilisateurs sont impliqués dans l'événement, quels mots-clés. Et on va essayer donc de trouver le meilleur moyen de comparer les graphes. Donc, il va y avoir ces problèmes de concept drift qui va se placer, notamment pour l'évolution au cours du temps du modèle. Donc, on va dire que si on veut savoir, un graphe peut correspondre à un événement à un instant T, et quand on se positionne à un instant T plus 1, ne plus finalement être un événement, puisque la structure de la donnée aura été modifiée. Donc, on risque d'être confronté à ce genre de problème. Donc, ce qu'il nous reste à déterminer aussi, c'est de savoir quelles caractéristiques des clusters nous permettent de savoir si c'est effectivement un événement ou non. Donc, on a quelques pistes, donc comme par exemple la popularité des tweets qui sont présents dans le cluster, la popularité des événements, des utilisateurs qui ont posté ces tweets, etc. Et voilà, pour le moment, on n'a pas encore de modèle arrêté par rapport à ça. Et ensuite, ce qu'il nous reste aussi à faire, c'est de mettre en place les méthodes de filtrage issues de la phase 0. Donc, comme je disais, on a identifié, on va dire, un petit peu les événements importants et ce qu'il faudrait superviser. Mais on n'a pas encore mis en place la reconstitution des sources pour trouver vraiment comment être sûr de ne pas manquer d'informations par rapport à ce qu'on souhaite superviser. Donc voilà, je vous mets une petite bibliographie pour les principaux papiers dont j'ai parlé dans cette présentation. J'espère que j'ai été clair. Je pense qu'il y avait pas mal de choses, donc j'espère ne pas vous avoir perdu et avoir été clair. Si vous avez des questions, je suis tout à fait enclin à y répondre et j'espère que vous avez appris des choses pendant cette présentation. Merci. Alors, je pense que en tout cas, s'il y a des questions, les gens sont en train de le taper. Donc, il va falloir quelques minutes de suspense insoutenable. Alors, donc, première question de Hervé Mignot. Sais-tu quelles sont les contraintes imposées sur les matrices d'attention en multi-aide pour éviter qu'elles apprennent la même chose, une forme d'orthogonalité? Ouais, alors, je ne saurais pas forcément répondre à ça parce qu'en fait, les projections, comme je disais, en fait, c'est des projections qui vont être apprises. Donc, bon, il y a toujours un petit peu le problème des réseaux de neurones qui ne sont pas forcément
très lisible, on va dire. En général, ce qui est constaté, en fait, c'est que c'est plutôt par couche que par tête d'attention, on va dire, qu'il y a vraiment une différence. C'est-à-dire que bah, voilà, le Transformer, enfin, comme j'ai dit, par exemple, dans BERT, il va y avoir plein de couches de Transformers. Et dans ces Transformers, il y aura différentes couches d'attention de multi-thèmes. Et de ce que j'ai compris, c'est plutôt par couche qu'on va avoir des contributions différentes, mais j'avoue que je ne sais pas exactement les contraintes qui sont imposées en pratique pour s'assurer qu'elles apprennent la même chose. Une seconde question, donc pourquoi uniquement 2000 tweets à chaque fois? Ouais, alors ça a été un choix, on va dire, relativement arbitraire. C'est-à-dire qu'on avait en fait, dans l'immédiat, on travaille avec un dataset qu'on utilise pour simuler le flux de données de Twitter. Donc on n'est pas dans un contexte vraiment réel, on va dire. 2000 tweets, c'était pour avoir, on va dire, quand même un panel représentatif, c'est-à-dire que si on n'avait que 50 tweets, bon, voilà, il n'y a sûrement pas assez d'informations. Après, quand ça commence à vraiment augmenter, ça devient, enfin, ça devient trop, quoi. Enfin, le choix a été fait arbitrairement par rapport à la taille du dataset, on va dire, dans l'immédiat. Je pense que ce choix va être adapté par la suite quand on travaillera sur le flux réel. Plutôt pour se dire d'essayer d'avoir plutôt des intervalles entre tweets pour trouver quand couper, plutôt que de se dire on va travailler de 2000 tweets en 2000 tweets, parce que en fait la répartition des tweets au cours du temps, elle n'est pas du tout linéaire. Il y a des périodes de la journée où il y a beaucoup plus de tweets que d'autres, donc peut-être qu'il faudra adapter par rapport à ça. Voilà, disons que le choix de 2000 tweets dans l'immédiat, voilà, il est un peu arbitraire et il va certainement être amené à évoluer. Une autre question de Olivier Marty. Donc, si on revient au cours du phosphate, quelles sont les conclusions de ton procédé d'étude? Alors, les conclusions, en fait, le procédé d'étude, on l'a mis en place donc, pour le phosphate et on en a en fait tiré finalement les éléments qu'on souhaitait en tirer, c'est-à-dire qu'on pense avoir identifié les acteurs majeurs, on pense avoir compris au cours du temps en fait qu'est-ce qui a causé les variations. Donc, en fait, ça nous a permis d'établir, je pense, on va dire une liste relativement exhaustive des paramètres qu'on va vouloir superviser. Après, le procédé en lui-même, on ne l'a pas forcément évalué, on va dire, sur d'autres domaines. Donc, nous, on trouve ça satisfaisant, on va dire, par rapport à ce qu'on connaît et l'étude qu'on a pu en faire du phosphate. Mais étant donné qu'on n'a pas encore testé en pratique si effectivement on avait l'ensemble des événements qui nous intéressent sur le phosphate dans le flux, on ne sait pas si on a manqué des choses ou non. Le gros problème auquel on est confronté, c'est que une source, on va dire, de vérité pour savoir si effectivement on a tous les événements qui impliquent le phosphate ou non, ça n'existe pas. Et donc, on a un peu de difficulté en fait à valider, on va dire, réellement le résultat pour savoir si effectivement notre étude est réellement pertinente ou non, autre que, en fait, on l'a fait valider avec des experts. On a travaillé avec des experts acheteurs qui connaissent le domaine pour savoir si ça leur paraissait pertinent ou non. Une autre question, quand tu as utilisé BERT, est-ce que tu t'es appuyé sur Hugging Face par exemple ou... Ouais, alors en pratique, SBERT, en fait, ça a été proposé par d'autres. C'est sur GitHub, SBERT en particulier. SBERT, lui, utilise Hugging Face. Donc, oui et non. Dans tous les cas, moi, je recommanderais d'utiliser Hugging Face parce que je pense qu'à moins de vouloir coder BERT pour s'amuser, il n'y a pas trop de raison de utiliser Hugging Face, qui est quand même une grosse ref actuellement. Comment tu gères le filtrage de données, donc règles de filtrage, uniquement métier ou une utilisation de méthodes statistiques ou encore de machine learning? Alors justement, ça actuellement, c'est pas réellement géré, donc ça fait partie en gros ça fait partie du travail restant à faire. Je pense que ça va être peut-être un mix de tout ça.
l'idée qu'on a actuellement, c'est de se dire, on a les éléments, on va dire, qu'on veut superviser et qui sont censés être les paramètres importants. Et on va essayer de reconstituer les sources nécessaires pour ne pas manquer d'informations sur ces paramètres, on va dire. Donc, on va essayer de travailler sur de la reconstitution de sources à partir, par exemple, de mots-clés, de choses comme ça. Pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas d'idée arrêtée par rapport à ça. Il y a plusieurs techniques possibles. Actuellement, en fait, on n'a pas trop creusé parce que c'est pas forcément au cœur de ce sur quoi on travaille réellement actuellement. Le but actuel, c'est vraiment le moteur de détection d'événements, en tout cas le but de ma thèse. Et le côté filtrage, ça, en fait, ça va être plutôt finalement dire quelque chose de transverse sur l'équipe dans laquelle je travaille. Et donc, c'est pas exactement moi qui m'en occupe. Et donc, pour le moment, on n'a pas encore de réponse vraiment à ça. Sachant que les 3 zones de production ne parlent pas forcément anglais, donc Syrie, Tunisie, tu as cité la Chine aussi tout à l'heure. Du coup, pourquoi prendre ce langage C'est une bonne question. Je pense que c'est parce que déjà, la majeure partie des textes qui sont sur Internet sont en anglais, quand même. Et malgré que les news locales, par exemple, ne soient pas forcément dans ces langages, en général, il y a quand même des agences de presse internationales qui vont probablement parler de ça. Agences de presse et aussi influenceurs. Je pense que le fait que ce soit quand même très mondialisé fait qu'on va quand même avoir de la ressource en anglais. Ça pourrait être intéressant d'essayer de coupler, de faire du multilingue, c'est sûr. Après, je pense que ça poserait autant de problèmes que ça en résoudrait. Mais ouais, c'est clairement une contrainte potentielle. Mais je pense qu'en anglais, on doit quand même être capable d'avoir la majeure part, enfin, en tout cas une information représentative. Il nous manquera peut-être des informations locales, ça je suis d'accord. Et est-ce que tu as eu le temps de se renseigner s'il y avait des modèles multilinguals? J'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient dispo maintenant sur Hugging Face. Est-ce que justement ça peut être une solution? Ouais, il y en a plein qui sont disponibles. Apparemment, ça marche quand même assez bien. Ça pourrait tout à fait être une solution. Après, je ne sais pas si il y aurait possibilité. Je ne sais pas exactement comment ils fonctionnent. Je ne sais pas si des documents similaires, mais dans des langues différentes, seront effectivement proches ou non. J'imagine que oui. J'avais vu des papiers, effectivement, au moins un modèle de Facebook qui avait l'air d'aller dans ce sens. J'imagine que ça doit être ça, sinon ça perd peut-être un peu de son intérêt. Mais ouais, ça pourrait être une idée de se dire, de toute façon, en fait, finalement, une fois que nos documents sont représentés, ce qu'ils contiennent pour le modèle de représentation du texte, c'est pas forcément, on va dire, très grave. Là où ce sera grave, c'est par exemple plus pour la représentation de l'événement par la suite. Si on travaille par exemple sur les mots-clés, on va avoir peut-être des difficultés à avoir, si on a des mots-clés de différentes langues, enfin, ça peut poser problème. Donc je pense que le problème ne se posera pas. Le problème le plus important ne se posera pas forcément au moment de la représentation par le modèle multilingue, mais plus par la suite, lors de vraiment de l'étude de l'événement et de sa caractérisation. Elliot, juste parce qu'en fait, il y a pas mal de questions qui sont en train de tomber, ouais. C'est top. Donc, c'est juste pour reprendre un petit peu le fil et les catégoriser. Il y en a une qui est là depuis un petit moment de SDSS. Voilà. Vous avez considéré avoir des fenêtres de taille dynamique. Vous commencez avec une fenêtre de 2000, mais ensuite, au fil de l'eau, expandre la taille de la fenêtre tant que les nouveaux tweets font partie de clusters existants. Puis fermer la fenêtre quand tous les nouveaux tweets font partie de nouveaux clusters. Ouais. Alors, fenêtre dynamique, on y a pensé. La méthode pour les rendre dynamiques, il y en a plusieurs. Celle-là me paraît tout à fait, me paraît potentiellement intéressante. Je pense que le problème, c'est que là, on risque de se retrouver avec une fenêtre continue si on fixe pas un moment où on s'arrête. Je pense que ce qui peut peut-être être intéressant, c'est de se dire, travailler sur les intervalles entre les tweets qui sont postés, et quand il y a suffisamment, on va dire, de clusters où il n'y a pas eu de tweets nouveaux,
Là, on coupe et après, on reprend. Enfin, il y a plusieurs manières de faire, on va dire, c'est peut-être des coupes, ouais, comme on dit. Je pense que c'est pertinent de faire une fenêtre dynamique. Ouais. En revanche, on n'a pas encore choisi le modèle exact des coupes. Ok, alors je continue juste sur les questions dans le chat et après, effectivement, on passera sur les questions sur la partie questions. Comme le disait Pierre, si vous voulez poser vos questions dans la partie questions, c'est toujours mieux. Donc, comment sont liés les clusters identifiés à partir des tweets d'une fenêtre donnée avec les clusters identifiés sur les fenêtres suivantes? Et en gros, de nouveaux clusters peuvent-ils se former à chaque nouvelle fenêtre? Ouais, alors l'idée qu'on a actuellement, c'est de se dire que les clusters de chaque fenêtre sont de base indépendants. Donc, à chaque fois, en fait, on a des nouveaux clusters, entre guillemets. Et ensuite, ces clusters vont être liés à l'aide de leur représentation. Donc, on a testé une méthode relativement triviale qui était de se dire un cluster est représenté par l'ensemble de son contenu textuel. Donc, on fait un méga document, ce qu'on appelait, qui est donc la concaténation de l'ensemble des tweets, par exemple, du cluster. On utilise, par exemple, BERT pour représenter ce cluster. On a un vecteur. Et donc, chaque cluster aura un vecteur associé. Et ensuite, on va comparer ces vecteurs. Et ceux qui sont suffisamment proches, on les lit. Et ceux qui ne sont pas proches, on les lit pas. C'est un peu trivial comme approche. Et on a constaté que ça ne marchait pas forcément super bien. Donc, il y a d'autres approches qu'on souhaite étudier. On peut se dire, par exemple, que pour chaque cluster, on peut trouver un tweet représentatif, par exemple, qui va être élu parce qu'il est le plus similaire aux autres clusters, par exemple. On va essayer de travailler aussi sur avoir une représentation un peu plus complexe du cluster, donc ce que j'évoquais tout à l'heure avec une représentation sous forme de graphes hétérogènes. Et ensuite, de comparer ces graphes hétérogènes. Pour ça, il y a différentes techniques, comme par exemple le graph embedding. Là, on est en exploration à ce niveau-là. On n'a pas encore fixé, on va dire, notre représentation de l'événement. Ok. Question suivante. Comment gérez-vous la problématique de drift du modèle dans la méthodo-validation? Méthodo/validation. Ouais. Dans l'immédiat, on ne le gère pas. Disons que c'est un problème qu'on sait qu'il va se poser. Le problème, enfin, moi, ça fait un moment que c'est vrai que j'aimerais aborder cette question et on l'a pas fait encore pour la raison très simple qu'actuellement, en fait, sur le dataset sur lequel on travaille, je pense qu'il est trop restreint et sur une période trop courte. Bon, il est quand même sur un mois, donc il est relativement long, mais les événements étaient un peu filtrés. C'est un peu trop restreint pour qu'on puisse réellement constater le drift et pour le moment, on n'a pas établi exactement comment le mesurer. On n'est pas sûr à 100% en fait qu'on y sera réellement confronté, puisque pour le moment, toutes les étapes qu'on fait, elles sont non supervisées. Donc, et on n'a pas spécialement d'entraînement par rapport à cette tâche. Donc, il n'y aura pas forcément de drift. Ça va certainement arriver ça va certainement arriver par la suite parce qu'il y a des points sur lesquels on va se ramener à superviser à un moment ou à un autre, je pense. Dans l'immédiat, on n'a pas de réponse exacte au concept drift. Alors, j'ai quelques idées, mais ni validé, ni mis en place. Ok. Les principaux biais que tu as identifiés lors de tes essais? Je ne sais pas à quoi ça fait référence exactement. Ce qu'on a constaté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une étude on a fait une étude comparative de différents types de modèles. Donc, en fait, là, je vous ai parlé de SBERT, mais en pratique, en fait, on s'est rendu compte que Universal Sentence Encoder il était un peu plus performant sur nos données. Donc, en fait, je vous ai dit qu'on va utiliser SBERT, mais on va probablement utiliser Universal Sentence Encoder. En fait, pourquoi je pense que BERT marche mieux de manière générale, mais il marche moins bien sur notre contexte parce qu'en fait, BERT a été pré-entraîné sur des documents type livre ou Wikipédia, donc extrêmement bien écrits et structurés, qui est finalement une donnée relativement différente de ce à quoi on est confronté sur les réseaux sociaux, tandis qu'Universal Sentence Encoder a été utilisé, entraîné avec des données un peu plus réseau social aussi, en tout cas on intègre, comme par exemple des questions-réponses sur Quora ou des choses comme ça. Donc on explique, en tout cas c'est comme ça qu'on interprète les différences de performance, puisque BERT, dans la majeure partie des cas, est meilleur que Universal Sentence Encoder, mais on se rend compte que dans notre contexte, ce n'est pas le cas. Donc, on y a attribué au jeu de pré-entraînement.
Une solution pour parer ce biais et utiliser BERT, ce serait de faire le pré-entraînement nous-mêmes de BERT. Le problème, c'est que ça demande quand même des ressources assez gigantesques. Donc, pour le moment, on ne s'est pas lancé là-dedans. Et voilà, on ne s'est pas lancé là-dedans. Et alors, juste une petite parenthèse, est-ce que vous avez aussi considéré un biais, on en parlait tout à l'heure sur les langues, est-ce que tu as considéré que le fait que de l'info locale ou de l'info qui ne soit pas en anglais soit issue de traductions qui sont forcément très souvent en plus simplifiées, il n'y a pas un biais supplémentaire sur, sur cette partie-là par rapport à justement du non-anglophone, du tweet non-anglophone à la base, ou au moins de l'information qui a été… Ouais, en fait, le gros problème qu'on a, c'est de juger la qualité de la donnée. C'est-à-dire que, en fait, nous, on va certainement avoir malgré les filtrages, on va certainement avoir du tout venant. Et donc, en fait, c'est compliqué de savoir si le tweet est qualitatif ou non. Donc ça, c'est un biais qui est réel. Et en fait, pour essayer de parer à ça, c'est qu'on va essayer de trouver les utilisateurs influents, enfin, des tweets issus d'utilisateurs influents, puisqu'a priori, les utilisateurs influents ont tendance à poster des tweets de meilleure qualité, et trouver les tweets de meilleure qualité aussi, puisqu'a priori, un tweet très retweeté, par exemple, très, très commenté, est certainement un tweet de qualité. Donc, il va y avoir ce procédé en fait nécessaire qui va être de juger de la qualité de l'information à laquelle on est confronté pour essayer de détecter les événements. Alors après, les biais qu'on va avoir, c'est que ils vont être probablement induits par le filtrage déjà. C'est que tout filtrage implique qu'il y a des choses qui sont filtrées et donc des choses qui vont potentiellement passer à travers. Enfin, qu'on va rater, quoi, en fait, on va dire. Après, les autres biais… Ouais, comme ça, je sais pas trop quoi dire, mais ouais, la problématique de qualité de la donnée. Je taquine, hein, promis. C'était juste pour revenir sur cette partie-là. Question suivante, c'était une idée des temps de calcul sur quelle performance GPU? Alors, les temps de calcul, on n'a pas mesuré exactement dans l'immédiat. Après, le traitement se fait, enfin, en gros, vu la taille du dataset qu'on a et le temps que ça prend, enfin, le problème, c'est qu'on avait des visualisations aussi, des trucs comme ça. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas trop chiffré ça. BERT, c'est un modèle quand même assez lourd. Je pense que pour faire du temps réel pur et dur, ça risque d'être un peu compliqué si on fait BERT, clustering, mise sous forme de graphes, comparaison des graphes, etc. Là, ça va commencer à faire beaucoup. Donc, on risque d'avoir des problématiques qui vont se poser par rapport à ça. Après, ça va dépendre aussi des GPU auxquels on a accès. Dans l'immédiat, je fais ça sur une 1080 Ti, donc c'est pas non plus la folie. Je pense que si on me donne je sais plus, c'est des Tesla, je sais pas quoi, là, des trucs comme ça, il y a moyen, à mon avis, que ça marche. Voilà, ça va être en fait le traitement des tweets en lui-même, la représentation des tweets au fil de l'eau, ça va pas forcément poser problème. Enfin, c'est, je pense, suffisamment rapide. En revanche, lorsqu'il va falloir faire la représentation des événements et faire du graph embedding, là, je pense que ça va être compliqué. Ok. D'où la nécessité aussi de filtrer et de choisir des tweets et des utilisateurs de qualité. Ouais, des influenceurs. En fait, trop de documents en fait, à traiter. Quoi, en fait, ce que tu cherches, c'est des golden, quelque part. Comment? Ce que tu cherches, ce sont des espèces de golden tweets ou golden people. Enfin, ouais, exactement, ouais, parce que, comme on disait, si le ratio signal à bruit est de 0,2%, il faut qu'on filtre tout le reste, parce que sinon, ça ne va pas être possible de faire correctement le traitement. Quoi. Alors, promis, après, je continue la question, mais juste dans cette optique-là, vous vous êtes pas posé la question, par exemple, de croiser avec ce que font les banques, entre autres, de croiser avec du Bloomberg ou des choses comme ça, où tu vas avoir des gens qui vont intervenir et qui vont effectivement donner de l'info, notamment sur des marchés de matières premières, et que tu pourrais comparer, enfin, tu vois, cette… Ouais, alors en fait, on a plusieurs pistes par rapport à ça. Donc déjà, ça va faire partie un peu de la reconstitution des sources qu'on envisageait au départ, c'est de se dire, voilà, on sait que les journalistes, enfin, il y a plusieurs papiers qui le montrent. Maintenant, les journalistes, quasiment tout ce qu'ils trouvent, ils le communiquent aussi sur Twitter. Donc, trouver par exemple les journalistes influents du domaine, trouver
des entreprises, on va dire, qui peuvent peut-être communiquer là-dessus. Alors, j'y crois pas trop, mais peut-être plutôt, oui, des Bloomberg, des choses comme ça. Donc, ça va faire partir, en fait, de l'identification des utilisateurs influents. Après aussi, ce qu'on envisage, c'est d'utiliser, par exemple, les liens qui sont contenus dans les tweets. C'est-à-dire que les gens, en général, quand ils parlent d'une info, ils parlent aussi, ils font référence à un lien, et par exemple un article de presse. Et là, faire une analyse en parallèle un petit peu de cet article de presse, par exemple, juste de connaître un label, peut-être juste un label, savoir si c'est un article économique, savoir si c'est un article de sport, ça va nous permettre aussi de éventuellement virer le cluster si on se rend compte que c'est du sport. De qualifier. A priori, on s'en fout. Donc, on pense à utiliser des sources externes. Ça pose quelques problèmes si on se dit qu'on veut comparer, par exemple, tout ce qui arrive, je sais pas, sur Bloomberg, le newsfeed de Bloomberg et les clusters qu'on trouve sur Twitter. Le problème qu'on va avoir, en fait, c'est de réussir à lier automatiquement, on va dire, les clusters, les clusters aux articles, par exemple. C'est pour ça que les liens sont assez intéressants. C'est parce qu'en fait, les liens, ils sont directement contenus par les tweets du cluster. Et on n'a pas donc à les relier au cluster, puisqu'ils le sont déjà en quelque sorte. Je passe à la question suivante. Envisagez-vous une application de votre modèle à des produits financiers autres que des matières premières? On n'est pas très loin de ce qu'on disait avec Bloomberg et justement dans ce milieu de l'information économique. Oui et non. Oui, parce que en fait, on a essayé de développer un modèle général qui soit donc généralisable forcément à d'autres contextes. Non, parce que l'entreprise dans l'immédiat n'a pas, on va dire, de raison de faire ça, on va dire, d'intérêt à faire ça. Je pense que dans l'idée, c'est possible. En tout cas, le moteur de détection d'événements, lui, sera complètement général. Si on est capable, en gros, d'analyser les événements qu'on veut trouver et d'établir les règles de filtrage, ça peut s'appliquer à tous les domaines. D'accord. Donc, en fait, tu te dis que globalement, la méthode, on peut la reproduire, elle est réplicable. Après, il y aura forcément des contraintes qui sont liées à autre chose parce que le phosphate, c'est pas pareil qu'une autre matière première. La difficulté, ça va être de trouver les bonnes sources et savoir qu'est-ce qu'on veut monitorer. Exactement. OK. Question suivante. Comment sont liés les clusters identifiés à partir des tweets d'une fenêtre donnée avec les clusters identifiés sur les fenêtres suivantes? De nouveaux clusters peuvent-ils se former à chaque nouvelle fenêtre? Ouais, alors je crois que cette question a été reposée dans les questions. Elle a été remise dans l'onglet questions, c'est pour ça. Donc j'avais déjà répondu, je crois. Yes, oui, tu as déjà répondu, c'est pour ça. Pardon. Désolé, Julien. Merci d'avoir posé des deux côtés. Question d'Armand. Est-ce que vous avez réfléchi à la production future de l'application et toutes les problématiques data-ML associées? Non. Non, parce que en fait, c'est pas vraiment. Moi, j'y réfléchis personnellement parce que c'est vraiment des. Pour la suite, j'aimerais. Moi, j'ai un passé un peu administrateur système, donc bon, j'ai fait de la route, quoi, mais toutes les problématiques un peu, on va dire, DevOps, MLOps, tout ça, c'est des choses que j'aime bien et auxquelles j'ai été confronté dans le passé. Donc, c'est vrai que moi, j'y réfléchis quand je développe mon modèle. En revanche, en fait, ça sort à la fois. Moi, potentiellement, j'aimerais bien m'y intéresser, mais ça sort un peu du scope, on va dire, de la thèse, je pense. Et aussi, ça sort du scope de mon équipe au sein de la boîte. En gros, au sein du lab dans lequel je suis, du lab Scalian P, on ne va pas au-delà du prototype, en gros, de la proof of concept et du prototype. Donc, toutes les problématiques, on va dire, MLOps, on va dire, pour faire large, a priori, si ça va en production, ce ne sera plus notre problème. Armand, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, il y a Olivier qui pose qui pose pas une question, mais qui effectivement réagit dans le fil à propos de ton mail et de ton LinkedIn en marquant tweet de qualité ou fake news. Alors, je ne sais pas si ton mail et ton LinkedIn sont une fake news, mais je trouve assez intéressant le côté qualité et fake news. Est-ce que justement, ouais, tout à fait. En fonction des sources, ça va être compliqué, sachant que sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que très peu de comptes peuvent générer un trafic absolument énorme en racontant du bullshit à tire-larigot. Ouais, tout à fait. Alors en fait,
c'est un peu ce qu'on a envisagé. Et quand j'ai parlé en fait du fait que les événements sont un peu plus que juste du texte, on est allé voir aussi du côté de la fake news et des communautés, parce qu'en fait, on pense quand même que, au même titre que les fake news, des vrais événements, enfin ça a été en partie prouvé, des vrais événements vont avoir on va dire une forme de propagation de l'information dans les communautés différente des choses plus banales, on va dire. Par exemple, les événements ont des mots-clés beaucoup plus forts que des discussions génériques. Souvent, l'information ne se propage pas de la même façon. Donc, par exemple, il y a des modélisations qui montrent comment les fake news se propagent et comment les vraies news se propagent. Donc, je pense que pour les événements, il y a des choses un petit peu similaires qui peuvent se montrer. Il me semble qu'il y a des papiers qui montrent qu'en fait, à partir de la répartition, on va dire, de la manière dont l'information se propage au début de l'événement, entre guillemets, c'est possible de savoir si effectivement ça va être un événement ou non. Donc voilà, c'est le genre de pistes qu'on étudie. Il y a aussi des pistes par rapport aux communautés. Par exemple, est-ce que c'est une communauté extrêmement interconnectée ou est-ce que c'est des gens de partout dans le monde qui n'ont pas forcément de lien entre eux? C'est assez proche finalement l'analyse de fake news. Enfin, ça connecte. Tu dis, on arrive à isoler assez rapidement les fake news parce que ce sont des vecteurs de propagation qui vont être différents d'une news plus classique et certifiée. Ouais, tout à fait. Alors, il me semble dans les fake news, par exemple, ils montrent que souvent les fake news se propagent dans des communautés extrêmement denses, qui sont souvent des communautés un peu complotistes, quoi, on va dire, qui sont très très interconnectées entre elles et finalement assez peu connectées au reste du monde. Tandis que les news ont plutôt tendance à se propager dans des communautés disparates, des choses comme ça, par exemple. Ça, c'est quelque chose de possible. Côté des événements, par exemple, il y a des papiers qui montrent que les événements locaux ont tendance à se propager dans des communautés très denses. Donc après, le problème, c'est un événement local fake news, comment différencier. Enfin, bon, il y a des choses comme ça, quoi. Mais c'est ce genre d'analyse, en gros, qu'on peut pousser pour comprendre si effectivement c'est une news intéressante ou non, ou un événement ou non. D'accord. Oui, parce qu'autour de la fake news, il va y avoir en fait aussi, je suppose, dans le contenu du tweet, peu d'arguments. On est surtout sur du retweet. Par exemple, oui. Pas... Après, la difficulté, c'est que bon, il y a les fake news, il y a les rumeurs, il y a les événements. Enfin, en fait, il y a plein de manières très proches de parler un peu de la même chose, quoi. Donc, d'accord. Donc, c'est ce que vous allez rajouter sur du filtre, en fait, supplémentaire par rapport à ça, sur ces... En fait, on aimerait filtrer au début pour avoir, on va dire, des tweets intéressants. Et ensuite, dans ces discussions, on va filtrer quels sont, enfin, les clusters, en fait, finalement, on va essayer de labelliser les clusters en événements, enfin, potentiellement événements ou pas événements. Et après, il faudra encore faire d'autres choses comme le caractériser, tout ça. Donc, ça c'est ce sur quoi on travaille actuellement. Commentaire d'Olivier, notable, de l'art de qualifier la data. Voilà, exactement. C'est pas faux. Une question du petit Armand aussi encore, qui m'a l'air très assidu. Est-ce que le Covid est pris en compte dans le training du modèle, avec toutes ses conséquences? Alors dans les médias, en fait, il n'y a pas vraiment de training. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le modèle de représentation du texte, pour le moment, c'est un modèle pré-entraîné, simplement qu'on n'a pas fine-tuné. Par la suite, en fait, disons que dans l'ensemble, on essaye au maximum d'être non supervisé, enfin de dépendre, on va dire, que de features qu'on ne définit pas à la main, quoi, parce que ça se permet de s'extraire en grande partie quand même de problèmes de drift, enfin, je pense. Après, c'est évident que les news et on va dire les associations d'idées, les choses comme ça, périment très vite. Et le Covid en a été un catalyseur particulièrement fort. C'est sûr et certain. Est-ce que vous avez aussi, quand vous avez commencé à travailler sur les phosphates, c'était avant le Covid, je suppose? Non, c'était après. C'était après. Donc, vous en avez tenu compte quelque part en disant, si on prend les phosphates, on est sur une matière première non, ou du moins on est sur un environnement qui est potentiellement pas trop tapé par le Covid ou... Ouais, bah en fait, ça a été un des choix. En fait, c'est surtout un choix qui a été discriminant pour les autres matières premières.
C'est ce que je disais, en fait, on s'est éloigné de l'aéronautique qui a été très touchée parce que c'est peut-être un peu trop singulier aussi. Tandis que le phosphate, en fait, la production de nourriture, elle a été impactée par le Covid, évidemment, mais il y a quand même, on va dire, une forme de stabilité, quoi, malgré tout. D'accord. Ok. Donc, il faut que ce soit… Ce qui est intéressant, c'est quand il y a des variations, il ne faut pas que ce soit chaotique non plus. Alors, je vois plus de nouvelles questions. Ouais, moi non plus. C'était ça. Sur Slack, j'en vois pas non plus. Il y en a une dernière peut-être qui vient de popper de Armand. Donc, si c'est non supervisé, comment est gérée l'optimisation de la métrique KPI? Alors, je ne sais pas exactement quoi ça fait référence, mais en gros, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué le modèle grâce en fait aux labels qui sont appliqués dans le dataset. On n'a pas entraîné sur ces labels, mais on a vérifié la qualité des clusters par rapport à ces labels. Ensuite, je pense que pour les événements, on va faire un peu pareil. En gros, on va essayer de valider notre modèle dans un contexte dataset, dans le contexte du dataset où là, on a des labels. Et ensuite, par la suite, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va nécessairement passer par les experts, en fait, à un moment ou à un autre, parce que l'idée, ça va peut-être être de lui dire, voilà, on propose X événements, quels sont selon toi ceux qui sont pertinents ou non, et à partir de ça, boucler, et permettre d'améliorer le modèle au fil du temps. C'est ce qu'on voit dans l'immédiat, parce qu'en fait, le problème, c'est que ce monde changeant, on n'a pas forcément dans l'immédiat de métriques, on va dire, qui nous permettent de l'évaluer, autre que ce que les experts en fait vont avoir à nous en dire. Ok. Manifestement, est-ce que ton… Pardon, excusez-moi. Ben oui, c'est pour un Toulousain. Hein. Merci Olivier d'avoir posé cette question. Je crois que c'est une des plus pertinentes de la soirée. Est-ce que ton pipeline a permis de retrouver pourquoi AZF a pété? Pas encore, mais on y travaille. Celle-là est très très bonne, Ouais. effectivement. Et alors moi j'ai juste une petite question. Tu dis qu'effectivement vous êtes par rapport à la complétude de l'étude et de ta thèse et de ce que tu es en train de faire, t'en es où à peu près? Tu dirais que tu as couvert les sujets, tes sujets de recherche à quoi? À 50% jusqu'à présent, à 60%? C'est quoi l'échéance et est-ce que c'est une échéance de temps qui te dit à un moment il faut que je m'arrête? Ou est-ce que Déjà, c'est une performance attendue? non, alors déjà, il y a un indicateur très simple, c'est que mon contrat doctoral finit le 22 avril 2022. Donc, au-delà de ça, je serai plus salarié de la boîte. Donc, ça fait, voilà, ça pose une première deadline. En termes d'avancement, je ne suis pas forcément très satisfait en fait par rapport à ce qu'on a réalisé. C'est-à-dire que finalement, en termes de contribution, je trouve qu'on n'a pas grand-chose. En fait, la difficulté que j'ai eue dans cette thèse, dans les médias, enfin, pas du tout dans les médias, en fait, dans cette thèse, c'est que déjà, on est parti de zéro. Il y a eu vraiment tout à choisir, la matière première, discuter avec les experts de comment on pouvait faire. On a choisi aussi d'aborder ça par de la détection d'événements sur les réseaux sociaux. De base, ce n'était pas spécialement spécifique, c'était les réseaux sociaux. On a pu faire de la détection de signaux faibles. On a envisagé de partir sur de l'analyse de séries temporelles, on a envisagé pas mal de choses en fait au départ. Et donc en fait, la difficulté à laquelle j'ai été confronté, c'est que le sujet était très vaste et il y a eu la spécification à faire, qui a d'abord été, on va dire, de domaine. Et ensuite, dans ce domaine, il a fallu faire des choix sur la manière d'aborder les problèmes. On a choisi de faire du transformer, du language model, mais on aurait pu faire des approches statistiques, on aurait pu faire directement du graphe, on aurait pu faire toute autre chose. Quoi. Et donc, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à faire des choix d'orientation, on va dire, du problème. Je pense que là, on a bien ciblé le problème et on a mis le doigt sur les problématiques scientifiques précises. On en a déjà résolu quelques-unes, mais on en a, on va dire, des nouvelles qui sont pertinentes, je pense. Donc, la dernière année va être beaucoup plus pratique et technique, on va dire, entre guillemets, que les autres qui ont été très exploratoires. D'accord.
Il va être 20h30 bientôt. Je vous propose qu'on conclue le meet-up ici et que si vous avez des questions ou des discussions, de les faire sur le Slack ou par mail avec Elliot. Ouais, n'hésitez pas à me contacter pour même discuter de tout et n'importe quoi. Je suis très ouvert à la conversation, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas grand-chose à faire à tous, on s'emmerde facilement. Alors, pardon, c'est enregistré. Bah, le temps d'attendre la finale. C'est enregistré. Zut, j'ai fini. Pardon. Oups. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup, Elliot, pour cette présentation. Merci pour toutes ces questions et de m'avoir écouté. Je ne sais pas si Bertrand veut dire un petit mot de conclusion. Si Bertrand est toujours là. Je crois qu'il est en train d'écrire. Oui, il est là. Et son micro plante. Ok. Bon. Bon, en tout cas, on remercie encore une fois le wagon pour l'organisation. Donc, comme annoncé, la vidéo sera bientôt disponible sur YouTube et on mettra le lien sur la page Meetup. Vous pourrez regarder tout ça en replay pendant des heures avec plaisir. Excellente soirée à tout le monde et puis n'hésitez pas à contacter donc Elliot et à contacter le Meetup si vous avez des suggestions ou des idées d'intervention, si vous souhaitez faire un prochain talk bientôt. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée à tous. Bonne soirée. Salut. Au revoir. Merci Elliot. Bonne soirée tout le monde.